Chapitre 13. À cause du froid, les sanitaires avaient gelé, rendant le travail de Hannah très dur. À force de frotter avec un désinfectant agressif, elle avait les mains crevassées. Le vent lui brûlait les yeux, il tombait en permanence une pluie glacée, mêlée de neige fondue. Tous les jours, dès qu'elle avait terminé son travail, elle courait à l'hôpital voir Gaby. Heureusement, les médecins qui l'avaient opérée étaient habiles. On distinguait à peine son petit visage sous le gros pansement. Lorsque Hannah, son père ou ses grands-parents apparaissaient à son chevet, elle leur tendait les bras pour qu'ils la prennent. Elle recommençait à parler comme avant. Après avoir vu sa famille, Hannah se dépêchait de regagner l'orphelinat par les allées verglacées en évitant de tomber. Le soir, les filles les plus âgées s'occupaient des petits. Elle les faisait manger, laver leurs vêtements, changer les chiffons souillés qui leur servaient de couche, les câliner, jouer avec eux et leur chanter des chansons. Elle leur apprenait les petites comptines que connaissaient tous les enfants hollandais. L'une d'elles disait Kling Klang het Klotje. Il y était question d'une pendule. Une autre Constant Haden Obelpad, Sonderkopf of Sonderstart. Celle-là, c'était l'histoire d'un cheval de bois qui n'avait ni queue ni tête. Les enfants riaient beaucoup en l'entendant. Cela rappelait à Hannah une chanson que leur avait apprise autrefois le père d'Anne. Yodi diwo diwaya kachkaya, kachko diwidi wodi, widi witch boom, ying yang boom skadawichki, yankai widi wi, ying yang, boom skadawitch, yankai widi wi aya. Annelie et Anne la chantaient constamment lorsqu'elle était petite. C'était leur chanson. Personne d'autre ne la connaissait. Monsieur Franck avait affirmé que c'était du chinois, et elle l'avait cru. Bien sûr, plus tard, elle s'était rendue compte qu'il plaisantait et que les paroles, en fait, n'avaient aucun sens. Mais elle n'avait jamais oublié cette chanson. Annelie se souvenait de la toute première fois où Anne et elle s'étaient vues. C'était en 1933. Leur mère faisait les courses dans une épicerie du quartier dans le sud d'Amsterdam. Comme elles arrivaient d'Allemagne, elles s'étaient mises d'emblée à parler allemand. La petite Anne et la petite Annelie s'observaient. La brune aux grands yeux pleins de curiosité et la timide au teint de lys. Aucune des deux n'avait dit bonjour à l'autre. Le premier jour à l'école Montessori, Madame Goslar avait dû traîner Anna jusqu'à la porte de la classe. Ne sachant pas le néerlandais, Anna sanglotait et résistait de toutes ses forces. Elle était agrippée à la robe de sa mère et refusait de la lâcher. À travers ses larmes, elle aperçut une petite fille qui jouait avec des grelots. La petite était de dos, mais lorsqu'elle se retourna, Anna reconnut la fille de l'épicerie. Son visage rayonnait, les grelots teintaient. Elle vit Anna et lui adressa un sourire amical. Anna courut vers elle. Elle oublia sa mère. Elle oublia d'avoir peur. La petite fille s'appelait Annelise Marie, mais tout le monde l'appelait Anne. Et d'emblée, Anne l'appela Annelie plutôt que Anna. Bien sûr, c'était une vieille histoire. Anne la Vénarde se trouvait à l'abri en Suisse avec sa sœur, son père et sa mère. Peut-être même que chaudement vêtue, elle mangeait un œuf, un vrai, avec une tartine beurrée. La plupart des enfants de l'orphelinat avaient été séparés de leurs parents. Quelques-uns, cachés par leur famille, avaient été découverts quand même. Aucun en tout cas ne savait ce qu'étaient devenus leur père et leur mère. Beaucoup étaient arrivés à Westerbork encore bébés. Ils se trouvaient là depuis si longtemps qu'ils ne reconnaîtraient plus leurs parents si jamais ils les revoyaient un jour. Pour certains de ces petits, Anna jouait un rôle de mère et ils attendaient avec anxiété son retour de l'hôpital ou du travail. Pour la fête d'Hanouka, les plus âgés montrèrent une pièce de théâtre pour les plus jeunes. Ils s'inspirèrent d'un poème du grand poète allemand Friedrich von Schiller, le plongeur. C'était l'histoire d'un roi qui, après avoir jeté un gobelet d'or au plus profond d'une mer dangereuse, mettait ses chevaliers au défi de plonger pour le récupérer. Parce que la mer était déchaînée, aucun chevalier n'osait s'y risquer. Cependant, un jeune garçon se jetait au cœur du tourbillon, et, contre toute attente, il en ressortit le gobelet à la main. Étonné et curieux, le roi proposait alors à l'intrépide une pierre sans prix, le rang de chevalier, et la main de sa fille la princesse, s'il acceptait d'y retourner pour lui raconter ce qu'il avait vu. Bien que la princesse l'implorât de ne rien faire, le jeune homme se jetait de nouveau dans le tourbillon. Dans le poème de Schiller, le héros meurt, mais pour Hanouka, on change la fin de l'histoire. Le jeune homme émergea des flots déchaînés, il fut adoubé chevalier et épousa la princesse. Tous les enfants de l'orphelinat en furent heureux.